Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour un nouvel épisode de Tour d'Israël et je suis en compagnie ce soir de Avi Van Vetter. Bonsoir Avi. Bonsoir. Avi fait partie de l'équipe de Tandem TV, vous aurez le plaisir de le retrouver très prochainement pour de nouvelles chroniques. Avi, historien, politologue, et ce soir il m'accompagne dans un voyage dans le temps puisque nous allons parler de Jérusalem. Jérusalem il y a 1500 et 2000 ans, Jérusalem romaine, byzantine, avec le cardo romain. Alors le cardo romain, j'imagine que tu l'as vu un certain nombre de fois. Oui. On l'a vu, c'est un des grands symboles de Jérusalem. On le voit surtout dans le quartier juif, mais il y a beaucoup plus que ça, à la fois sur le cardo et à la fois sur la Jérusalem romaine et byzantine. On commence le voyage ? Allez, on est parti. C'est parti. Alors là, vous pouvez voir une carte de Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem. Hein. Évidemment, quand on parle de Jérusalem, on a tendance à l'oublier, mais la ville moderne de Jérusalem, alors tu sais qu'elle est plus grande que Paris. La ville moderne de Jérusalem fait 120 km². Paris fait 100 km², mais d'un point de vue historique et touristique, on se concentre toujours sur la vieille ville, qui ne fait que 1 km². Et donc, là, vous pouvez voir à l'écran cette carte qui montre la vieille ville de Jérusalem, telle qu'on la connaît, le mont du Temple, le Kotel, les 4 quartiers. Maintenant, voyage dans le temps, on part il y a 1500 ans, à l'époque romaine et byzantine. Alors, l'époque romaine et byzantine, comment tu la situerais d'un point de vue historique ? Deux parties. Voilà, bien sûr l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident, Oui. mais bien évidemment aussi avec deux parties distinctes, celle où on est encore donc polythéiste et celle où on devient monothéiste, et finalement donc avec des pratiques qui vont finalement être très peu différentes, mais qui vont avoir quand même des conséquences plutôt dramatiques. J'aurais pas dit mieux, merci beaucoup. Ah, effectivement, c'est une période de 700 ans. On marque l'entrée de la période romaine en Israël en l'an -63, avec Pompée qui conquiert le pays. Ils vont rester 700 ans, et au milieu du IVe siècle, les Romains polythéistes deviennent chrétiens et on les appelle byzantins. Et cette période de 700 ans s'arrête en l'an 638 avec les arabo-musulmans qui conquièrent la région et le calife Omar qui entre dans Jérusalem. Et effectivement, tu le disais, globalement, ces deux périodes, d'un point de vue culturel, sont très très proches. Il faut savoir qu'ils parlaient grec. Les Romains ici n'ont pas imposé le latin. Au-delà de la partie militaire et de l'élite militaire, c'est le grec qu'on va retrouver ici qui va rester à la fois sur la partie romaine et byzantine, mais également dans le mode de vie, dans la culture, dans les jeux, dans le sport. En vérité, presque rien ne va changer, sauf qu'au lieu des temples, on plante une croix et maintenant on appelle ça une église. On peut dire d'ailleurs, si tu me permets, c'est que déjà, avec Adrien, on avait déjà un petit peu la civilisation grecque qui était largement plus mise en avant que ses prédécesseurs. Oui, tout à fait. Alors Adrien, on va en parler. Donc là, sur cette carte, pour revenir à la carte de la Jérusalem romaine byzantine, on peut observer que la ville déjà est légèrement plus petite que la vieille ville d'aujourd'hui. Et cette ville de Jérusalem, il y a 2000 ans, c'est l'ensemble de Jérusalem. Ce n'est pas uniquement la vieille ville. Jérusalem n'existe pas à l'extérieur de ses remparts. Donc cette ville est plus petite que la ville d'aujourd'hui. Et les bâtiments représentés sur cette carte sont les bâtiments principaux qu'on a à Jérusalem à l'époque. Deux grandes églises, l'église de la Résurrection, qu'on appellera plus tard l'église du Saint-Sépulcre, l'église Néa et surtout la grande entrée de Jérusalem qui se fait par le nord, par la porte de Damas, et cette voie extraordinaire qui part de la porte de Damas, ce cardo romain. Alors il faut savoir que le cardo romain, ce n'est pas uniquement la partie qu'on voit visuellement quand on y est dans le quartier juif, qui là a été construit dans un second temps. Cette partie-là a été construite près de 300 ans après le premier cardo romain, mais le cardo romain démarre avec l'empereur Adrien dont tu parlais tout à l'heure, l'empereur Adrien qui en l'an 130 va renommer Jérusalem Aelia Capitolina, va romaniser Jérusalem, va exclure les Juifs de Jérusalem et va à partir de la porte de Damas construire deux grandes voies, deux cardines, un qui part à l'ouest et qui traverse la ville du nord au sud jusqu'au mont Sion en passant par le quartier juif, et on a également un cardo oriental qui passe devant le Kotel, devant le mur des Lamentations. Est-ce qu'on n'a pas là aussi une particularité liée à Adrien ? C'était cette période où on allait davantage rendre des régions administratives. On allait les rendre davantage
sectorisé. Alors, tout à fait, et ici, on le voit de manière très forte, parce que quand les Romains arrivent, au départ, ils nomment des rois. Les rois clients, le plus fameux qu'on a dans le pays, c'est Hérode le Grand, qui ensuite laisse son territoire à 3 de ses enfants. Il en avait tué quelques-uns au passage. 3 de ses enfants, mais moins brillants que le père. Et donc, rapidement, les Romains vont imposer différents préfets, des préteurs, des procurateurs, avec des pouvoirs de plus en plus étendus. Et ces rois vont finalement disparaître pour que ces régions deviennent complètement administrées par les Romains. 2 grands événements pendant cette période romaine, c'est la grande révolte 66-70 qui va se conclure avec la destruction de la ville de Jérusalem et du temple de Jérusalem, la deuxième destruction du temple du Beit Amikdash, et quelques années plus tard, une autre grande révolte, mais qui va avoir également beaucoup d'importance, la révolte de Bar Korva, qui va avoir 2 conséquences exceptionnelles. La première, c'est que la ville ne va plus s'appeler Jérusalem, mais va s'appeler Aelia Capitolina, et ce nom va rester pendant des centaines d'années. Et la deuxième conséquence de la révolte de Bar Korva, c'est que les Juifs sont interdits à Jérusalem. Il n'y a qu'une seule journée par an où ils peuvent aller à Jérusalem, Tisha B'Av, pour commémorer la destruction des temples, mais officiellement, les Juifs ne sont plus les bienvenus à Jérusalem. On sait qu'officieusement, il y avait quelques familles qui ont continué à habiter à Jérusalem, mais de manière officielle, il faudra attendre plus de 500 ans avec le calife Omar, qui va ramener une 50aine de familles à Jérusalem, qui le fait simplement pour contrebalancer la présence chrétienne qui était omniprésente, pour jouer un peu la confrontation entre les différentes communautés. Donc on repart sur la porte de Damas, l'entrée principale de la vieille ville de Jérusalem. La porte telle qu'on la voit là, elle date des Ottomans, 1538, Suleiman le Magnifique, qui refortifie toute la ville de Jérusalem, qui n'avait plus de murailles depuis l'époque des croisés, depuis plusieurs centaines d'années. Et la porte de Damas a été, pendant très longtemps, l'entrée principale de la ville de Jérusalem. On rentrait par le nord. On rentrait par le nord parce que c'était le côté plat, en fait. Donc, d'un point de vue et militaire et commercial, c'était beaucoup plus facile de rentrer par le nord que de devoir monter une des vallées, soit la vallée du Cédron, soit la vallée de côté ouest, côté porte de Jaffa, donc la porte de Damas était l'entrée. Mais à l'époque des Romaines, ce n'était pas une porte, dans le sens que la ville, à partir du IIe siècle, elle n'était plus fortifiée en fait. La manière dont on marquait l'entrée dans la ville, c'était un arc de triomphe. Un magnifique arc de triomphe, dont on peut voir ici la représentation, une arche très haute au centre, 2 arches plus petites à droite et à gauche, et 2 grandes tours qui flanquaient cet arc de triomphe. Et la porte qu'on voit aujourd'hui, la porte de Damas, elle a été construite juste au-dessus de cet ancien arc de triomphe romain. Maintenant, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a retrouvé les traces. Je ne sais pas si tu as déjà fait attention en passant par là, on a retrouvé les traces de cet ancien arc de triomphe. Ce qui est incroyable, c'est que finalement, on a presque l'impression que, un petit peu comme Sainte-Sophie, on ne détruit pas complètement, on enrichit d'une nouvelle culture. Je me trompe ? Non, complètement. Complètement. On réutilise d'ailleurs les Romains, cet arc de triomphe, ils l'ont construit avec des pierres hérodiennes. Le sultan Suleiman le Magnifique, il a construit sa muraille avec des pierres romaines. On a certaines pierres, quand on fait le tour de la vieille ville, qui sont marquées du sceau de la 10e Légion. Donc effectivement, on a cet empilement, mais qui est un enrichissement en fait. Et les cultures sont parfois effacées, très souvent, elles sont modifiées, elles sont enrichies, et on a ces patrimoines qui finissent par cohabiter les uns avec les autres. Il y a peut-être une différence alors avec toujours Adrien, que, vraiment pour le coup il est un petit peu singulier, parce que lui, à la différence des autres, il va remblayer, il va raser, mais remblayer en même temps. Donc en fait, on n'est pas au même niveau d'origine qu'était le Jérusalem d'antan, le Jérusalem d'avant la destruction. Oui, tout à fait. Ouais. Et est-ce que là, finalement, ça a caché finalement des trésors pendant longtemps ? Est-ce qu'on a... il y a des choses qui nous ont échappé Il y a plein de choses qui nous ont échappé et on va en parler. En fait, toute cette partie romaine, elle a été découverte très tardivement parce que les grands travaux archéologiques qu'on a fait à Jérusalem datent du début des années 1970. Donc il a fallu attendre près de 2000 ans pour redécouvrir la ville de Jérusalem de cette époque-là. Donc pour revenir à notre porte de Damas à l'époque romaine, on a cet arc de triomphe, les 2 petits arcs sur les côtés, et quand on est porte de Damas, sur le côté gauche, on voit les bases de la tour qu'il y avait à gauche, et le petit
de ces 3 arcs qu'il y avait à l'entrée de la ville. Et si on regarde au-dessus de la corniche, on peut y distinguer quelques lettres que j'ai entourées sur cette photo-là. Ces lettres, on y voit un C, on y voit un A. En fait, c'est la désignation de la ville. Aelia Capitolina, Colonia Aelia Capitolina, Decreto Decoriorum. Ce qui veut dire que la ville de la colonie romaine de Aelia Capitolina. Capitolina, c'est une référence à Jupiter Capitolin, le dieu suprême des Romains, et la ville est fondée sur la décision des 10 gouverneurs, des décurions. Donc on a cette trace archéologique qu'on peut voir aujourd'hui quand on est porte de Damas. Et dès qu'on passe la porte de Damas, on rentre dans le Cardo, ce Cardo romain. Il faut savoir qu'on a d'autres arcs de triomphe romains qu'on a découverts assez tardivement. L'un de ceux-ci se trouve dans une église, à quelques dizaines de mètres de la porte de Damas, l'église russe Alexandre Nevski, dans laquelle on a des traces du Cardo. On a un pilier du Cardo romain de cette époque-là, et on a un très bel arc de triomphe que vous pouvez voir là sur la photo, qui a été retrouvé au début du XXe siècle. Donc on passe la porte de Damas, on a nos 2 cardines, un qui part à gauche vers le Kotel, l'autre qui part vers le quartier juif, vers le mont Sion, et on voit ce trottoir, ces boutiques des 2 côtés, et il faut s'imaginer à l'époque romaine, cette grande voie avec ses colonnes, ces magasins semi-couverts, c'est la voie principale de la ville de Jérusalem. Le Cardo, c'est l'axe nord-sud. Ça vient pas du grec cardio qui veut dire le cœur, ça vient d'un mot latin cardo qui veut dire l'axe, et c'est vraiment la grande voie qui traversait les villes romaines, qui étaient à peu près toutes fondées selon le même modèle en fait. On avait une grande voie nord-sud, le Cardo Maximus, une voie est-ouest qu'on appelait le Decumanus, dont le nom vient en fait de la 10e légion qui stationnait à une des extrémités est-ouest de la ville. Et d'ailleurs, on retrouve à Paris la voie romaine. La voie romaine. Du mont Sainte-Geneviève qui descend donc jusqu'en bas, rue Saint-Martin, etc. On va retrouver effectivement le même schéma. Le même schéma, ça s'appelle un plan hippodamien et on en retrouve en Espagne, en Italie, dans plusieurs grandes villes de France. C'était vraiment le plan typique des villes romaines. Donc on continue à se balader dans le Cardo, on fait quelques centaines de mètres et on arrive dans la partie juive, dans le quartier juif, avec ce Cardo romain qui devient byzantin, puisque là on est dans la partie qui a été étendue par l'empereur Justinien, on est au 5e siècle. On a ici des très belles boutiques, c'est les plus belles boutiques de la vieille ville. C'est des instruments de musique, c'est des arts de la table, c'est tous les objets culturels liturgiques juifs, c'est de l'orfèvre. C'est cette partie-là. Ce qui est surprenant, c'est que ce Cardo dont on parlait, de cette grande voie majestueuse, finalement, quand on arrive ici, on se rend compte qu'il est pas si grand que ça, en fait. Cette voie, elle fait plus du tout 20 mètres de large, on est plutôt à 7-8 mètres. Et tous ces changements-là, ils datent des croisés. XIIe siècle. 12e siècle. On fait un bond dans le temps. On arrive au XIIe siècle, à l'époque des croisades. Jérusalem, dans la première partie des croisades, devient la capitale du royaume des États latins d'Orient, du royaume franc de Jérusalem. Et les croisés sont en guerre, et en guerre de manière systématique. Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de beaucoup d'argent. Et donc, du coup, au lieu d'avoir une très grande artère de 20 mètres de large sur laquelle on va avoir uniquement une boutique de chaque côté, ils vont découper cette artère en 3 voies et faire 3 marchés. Le marché des orfèvres, le marché des épices, le marché de la viande, et multiplier le nombre de magasins et percevoir beaucoup plus d'impôts. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait une différence ici, par exemple, dans la façon qu'avait Adrien de vouloir mettre en place la juridiction administrative et en même temps le schéma urbain de sa ville, l'idée d'une ville militaire, d'une cité militaire, alors qu'à partir des croisés, il semblerait que ça devienne plus quelque chose de commerçant. Oui, c'est le cas parce qu'à l'époque des Romains, Jérusalem n'est pas une ville importante. À partir de l'époque byzantine, quand Jérusalem devient un centre religieux, la ville la plus importante du monde chrétien, et ça va se poursuivre avec les croisés, là, on va avoir des touristes. Et les premiers touristes, ils datent de l'époque byzantine. Les premiers guides touristiques en Israël datent de l'époque byzantine. On accueillait les pèlerins sur le port et on les guidait sur les sites chrétiens, là où il s'était passé des miracles, là où Jésus ou Marie, etc. étaient passés. Donc effectivement, à l'époque des croisés, Jérusalem attire énormément de monde, attire des pèlerins, attire des chevaliers, beaucoup d'argent à faire et des besoins financiers énormes. Donc oui, on a un changement dans la nature même de la ville de Jérusalem.
Et donc la plupart de ces boutiques, historiquement, elles appartenaient soit aux ordres religieux, soit au roi. Et donc quand on se balade aujourd'hui dans le Cardo romain, on peut voir à côté de certaines boutiques des inscriptions. Alors là, je vous en ai choisi une. On voit là-dessus qui est écrit Anna. C'est la boutique qui appartenait en fait à l'église Sainte-Anne, l'église située près de la porte des Lions, où l'on dit quel serait le lieu de naissance de la Vierge Marie. On a également des thés, symbole du magasin appartenant aux Templiers. Donc on a comme ça une multiplication de signes qui montrent que ces boutiques appartenaient à ces ordres religieux qui récoltaient les impôts. Donc dans ce Cardo romain, on a des traces archéologiques exceptionnelles, on a des traces byzantines romaines, mais si on va plus loin, on voit également des traces de la première muraille de Jérusalem à l'époque du premier temple, 8e siècle avant notre ère, à l'époque où le roi va décider de renforcer les murailles de Jérusalem en attendant l'assaut des Assyriens, et plus tard également des traces de la muraille des Asmonéens. Donc on a comme ça ces couches qui se succèdent les unes sur les autres qu'on peut retrouver en traversant notre Cardo romain. Quel est On a vu qu'il y avait une raison, par exemple, commerçante. On a vu qu'il y avait une raison militaire. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, par exemple, culturelles, des communautés qui vont vouloir finalement créer leur forme de quartier, leur urbanisme particulier qui va changer le visage de la ville? Alors ça, on va le voir, c'est particulièrement frappant dans le quartier musulman. On a énormément de bâtiments qui sont marqués de l'époque mamelouk. L'époque mamelouk, c'est l'époque qui suit, c'est entre les croisades et les Ottomans, c'est-à-dire entre le XIIIe et le XVIe siècle. Ça, c'est une époque exceptionnelle. On fera une émission spéciale là-dessus parce que les mamelouks ont inventé le principe du trust et pour des raisons fiscales ont investi énormément et ont beaucoup construit à Jérusalem. C'est la seule période où des arabo-musulmans vont investir énormément d'argent à Jérusalem et on fera une émission spéciale. C'est vrai que sinon, globalement, l'architecture va être assez semblable selon les différents quartiers. Donc on continue notre balade dans le Cardo pour arriver à ce qui a permis cette découverte exceptionnelle du Cardo dans les années 70, après la guerre des 6 jours, lorsque la ville a été réunifiée. On va parler de la carte de Madaba. Est-ce que tu connais la carte de Madaba? Bien sûr, en Jordanie. En Jordanie. Ouais. Alors la carte de Madaba, c'est une carte exceptionnelle qui a été découverte en 1884, lorsqu'ils ont fait des travaux dans l'église Saint-Georges, dans la ville de Madaba, et ils ont découvert le sol historique de la première église qu'il y avait ici à l'époque byzantine. Et on a une carte extraordinaire qui fait 21 mètres de long sur 7 mètres de large et qui représente de manière extrêmement détaillée le Proche-Orient, et en particulier la Terre Sainte, avec un gros plan sur la ville de Jérusalem. C'est la première. C'est la première. C'est la première carte qui est si détaillée, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est capable de dater assez précisément cette carte, alors que l'auteur n'a pas fait un gris-gris en disant « j'ai fait cette carte le mardi 7 janvier de 500 et quelques ». On a des éléments très précis. Donc si on regarde la carte de Madaba dans le détail, on voit Jérusalem telle qu'elle est représentée à l'époque byzantine. On est sur une Jérusalem avec ses 2 cardinès et on reconnaît ces 2 grandes voies romaines avec ses colonnes. On a également plusieurs bâtiments qu'on arrive à identifier et les bâtiments les plus importants qu'on voit là, ce sont des églises. Les églises, on a tout à droite l'église qui est sur le Mont Sion. Aujourd'hui, c'est l'abbaye de la Dormition, mais on avait à l'époque byzantine déjà cette église-là. Au-dessus de la Dormition, on a l'église Néa, qui a été inaugurée par l'empereur Justinien. Et ensuite, une autre très grande église, le lieu le plus important du monde chrétien, le Saint-Sépulcre, dont l'entrée ne se faisait pas à l'époque là où je vous ai mis une croix. Alors ce n'est pas un trésor, n'allez pas chercher avec une pelle là où j'ai mis une croix sur la carte. C'est l'entrée actuelle du Saint-Sépulcre qui se fait par le côté. Mais vous le voyez, l'entrée historique du Saint-Sépulcre au IVe siècle se fait par le Cardo. Et on a au bout du Cardo la porte de Damas, qu'on appelle en hébreu Sha'ar Shrem, la porte qui mène à Naplouse, en arabe qu'on appelle toujours Bab el Hamoud, la porte du pilier, de la colonne. Et on le voit sur la carte de Madaba, on a une grande colonne qui se situe devant la porte de Damas, qui marquait en fait le point de départ, le kilomètre zéro, à partir de laquelle les Romains cartographiaient et ont posé leurs bornes kilométriques. Il y a quelque chose qui me fait sourire, parce que Madaba, on est dans la plaine du Moab. Oui. Et c'est de là-bas que Moïse, finalement, va regarder l'État d'Israël. Peut-être va-t-il imaginer, lui aussi, on ne sait jamais,
que Jérusalem est pas loin, peut-être pas très loin. Peut-être pas très loin. Et en tous les cas, Madaba, c'est symbolique, bien sûr pour la mosaïque, mais c'est symbolique aussi pour l'histoire. C'est incroyable. Ouais. Comme quoi l'histoire et la Bible, un lien direct. Complètement. Alors, cette carte, je vous en parle parce qu'elle a permis de faire les découvertes dans la ville de Jérusalem, également parce qu'on a une copie de cette carte qui est représentée, qu'on peut voir dans le Cardo, dans le quartier juif. C'est une réplique. Hein. C'est une réplique. C'est une réplique qui a été faite par le kibbutz Eilon, avec une dizaine de mosaïques dont on va parler juste après, mais qui est extrêmement bien faite. Maintenant, si on regarde cette carte, il y a un certain nombre de choses qui sont surprenantes. D'abord, c'est l'orientation de la carte. Parce que la carte, et je vous ai mis la carte de Jérusalem qu'on voyait au début de notre chronique, la carte, elle n'est pas orientée nord-sud, elle est orientée est-ouest. Et pour nous, occidentaux du XXIe siècle, c'est quelque chose de très surprenant. Est-ce que tu sais depuis quelle époque on oriente les cartes nord-sud et pour quelle raison? Est-ce que tu t'es déjà un jour posé la question, pourquoi est-ce qu'on a une carte qui est orientée comme ça? Parce qu'il se couche à l'ouest. Alors, effectivement, ça c'est la bonne explication pourquoi dans les anciens temps on avait des cartes orientées est-ouest. Maintenant, pourquoi nous, modernes entre guillemets, on a une carte orientée nord-sud? Parce que c'est le Saint des Saints. La boussole, tout simplement. C'est tout simplement la boussole, mais la boussole, elle a été inventée au Moyen-Âge. À partir du XIe siècle, on va utiliser la boussole. Mais historiquement, le point de repère, c'est le soleil et les étoiles, d'où une orientation est-ouest sur les cartes. Donc en plus, la carte de Madaba, elle permet vraiment de visualiser la manière historique dont on cartographiait les cartes. Et, petit élément amusant, l'autre manière de parler de l'Est, on en parle beaucoup dans notre région, on dit on va en Orient. On parle du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Et historiquement, étymologiquement, quand quelqu'un est perdu, alors aujourd'hui on dit qu'il a perdu le Nord, mais on dit qu'il est désorienté. Il a perdu l'Est. Donc, élément très amusant, je trouve, sur cette carte de Madaba. Et la datation dont je parlais tout à l'heure, on le sait parce qu'aucun bâtiment qui a été construit après 570 n'est présent sur cette carte. Les trois grandes églises dont je vous parlais, le Saint-Sépulcre, la Néa et l'église du Montsion, elles ont toutes été détruites par les Sassanides en 614 ou par les Arabo-musulmans en 638. Donc on sait très précisément de quand date cette carte et elle a permis de faire un certain nombre de découvertes, dont des traces de l'église Néa que l'archéologue Avigad a retrouvées dans les années 1970. Donc c'est un témoignage exceptionnel. Alors on va continuer dans le Cardo romain. On parlait des mosaïques, tu nous disais effectivement c'est une reproduction qu'on a dans le Cardo. Je vous ai choisi deux mosaïques, une qui représente un magasin qui vend des poteries, un autre magasin qui vend des tissus. Alors ce sont des répliques mais elles ont été faites avec un archéologue extraordinaire qui s'appelle Eyal Meron, par le kibbutz Eilon, un kibbutz du Nord spécialisé dans les mosaïques. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces mosaïques ne représentent que des objets, des couleurs, des vêtements qui existaient à l'époque byzantine. Donc on sait très précisément le type de poterie, le type de matière. Il y a un magasin d'épices, il y a un magasin d'instruments de musique. Tous les objets qui sont représentés par rapport à soit des dessins qu'on a de l'époque, soit des textes d'historiens. On sait très précisément. Donc ce n'est pas l'imagination qui a poussé à ces mosaïques, mais c'est vraiment des mosaïques historiques avec une valeur historique. De manière plus légère, on a une mosaïque également qu'on voit dans le quartier juif, mosaïque qui nous permet d'imaginer le Cardo à l'époque byzantine, mais il y a alors beaucoup de gens arrivent là-bas et se font photographier avec cette belle mosaïque, mais il y a quelques éléments, si on regarde bien, qui sont un peu surprenants. Alors, si on commence à gauche, on a trois visages. Connu. Trois visages connus. Le premier, c'est l'artiste qui a fait donc, ce trompe-l'œil. Pour information, ce trompe-l'œil, il a été fait par la Cité Création de Lyon, qui est une association créée dans les années 1980 et qui, de par le monde, fait des grandes fresques murales et des trompe-l'œil. Donc, les trois personnes qu'on voit ici, ce sont l'artiste lui-même, Nachman Avigad, l'archéologue, et Teddy Kollek, le maire de Jérusalem, qui a été maire de 65 à 93. Donc c'est trois visages qui vont être très différents des autres visages, parce que ceux-là sont des personnages réels. En dessous de ces trois personnages, également, il faut être attentif, mais on voit là la représentation des 7 espèces. Les 7 espèces censées assurer la prospérité de la terre d'Israël, le blé, la date, l'orge, la figue, le raisin, la grenade et l'olive.
On a pensé aussi à nos amis chrétiens. On voit au milieu cet homme qui porte un agneau sur ses épaules. Alors, il y a l'agneau pascal chez les Juifs, mais il y a également l'agneau, le symbole de Jésus, que les chrétiens ont imaginé, lui, symbolisant cet agneau pascal. L'agneau pascal des Juifs qui a été sacrifié pour sauver les familles des Hébreux quand l'ange passe au-dessus des maisons égyptiennes, et Jésus qui va se sacrifier pour la rédemption de l'humanité. Donc, clin d'œil également. Mais le plus amusant, ça va être ce garçon à qui une jeune fille romaine tend une grenade et qui, lui, est complètement anachronique avec ses baskets, sa casquette à l'envers et son sac à dos. Donc la prochaine fois que vous serez dans le quartier juif, jetez un coup d'œil à ce trompe-l'œil et vous penserez à nous avec ces différents éléments. Est-ce qu'on retrouve là justement, est-ce qu'on retrouve des niches, des magasins ? Oui. Oui. Exactement. Alors ça, on va les retrouver à la fois dans la partie couverte avec les magasins dont je parlais tout à l'heure, qui vendent ces instruments de musique et ces objets d'orfèvre, mais également sur la partie découverte, quand on rentre dans le quartier juif et qu'on voit ces grandes colonnes, elles font 5 mètres de haut, c'est quelque chose de très impressionnant. C'est 5 mètres de haut et toute cette partie se situe plus de 3 mètres sous le niveau de la ville d'aujourd'hui. On a effectivement ces niches dans lesquelles étaient les magasins à l'époque romaine, protégés à la fois du soleil et de la pluie, et on en a toutes les traces archéologiques. Avec les poutres en bois. Avec les poutres en bois. Une très belle visite à faire dans le quartier juif, mais également à partir de la porte de Damas pour découvrir la Jérusalem romaine byzantine, un voyage de 1500 ans, 2000 ans en arrière. Merci. Avis de m'avoir accompagné pour cette très belle émission sur Jérusalem. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Tandem TV. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Tour d'Israël.